Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler d'une nouvelle action en bourse, action qui me rappelle d'ailleurs beaucoup l'action IMS, ce qui fait qu'on va pouvoir les comparer les deux, et cette entreprise s'appelle LifeMD. Comme d'habitude, évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je découvre l'entreprise avec vous, je vous partage ce que je vois, et évidemment, si vous avez une expertise ou un avis, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mais au final, c'est votre argent, vos propres recherches, et vous prenez vos propres décisions. Donc LifeMD, c'est une entreprise de consultation médicale en ligne, plus aussi une pharmacie en ligne, à savoir qu'ils ont des partenaires, mais qui sont aussi en train de faire des acquisitions dans ce secteur. Ils sont en dehors du système d'assurance comme IMS. Je vous disais, il y aura beaucoup de points communs entre ces deux entreprises. Donc on a rapidité, efficacité, discrétion, et c'est bien souvent aussi sur des traitements qui sont de toute façon mal couverts aux États-Unis. On est donc sur de la téléconsultation qui permet d'éviter de se déplacer, d'éviter la pharmacie, d'avoir des médicaments en livraison, car j'en ai déjà parlé souvent pour IMS. Pour moi, cette entreprise et aussi LifeMD du coup, parce qu'on va voir qu'ils ont une sacrée adoption client. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont en train d'amener des nouveautés dans un secteur qui a du mal à bouger. Et effectivement, quand on est malade, on n'a peut-être pas envie d'aller chez le médecin puis à la pharmacie. Et peut-être que travailler en ligne, ça plaît aux nouvelles générations. Encore une fois, je critique pas l'ancien ou le nouveau modèle, mais il n'empêche qu'ils ont beaucoup d'adoption au niveau de leur patientèle. Ça se voit dans les chiffres. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, le business model convient à un certain type de patient. Je vous le dis d'ores et déjà, c'est une entreprise qui a des bonnes marges brutes, une très forte croissance du chiffre d'affaires. C'est aussi une toute petite capitalisation boursière. Et donc, on aura beaucoup plus de volatilité et évidemment aussi de risques, moins de liquidité aussi. Beaucoup plus difficile à analyser. D'ailleurs, on va le voir, elle n'a pour l'instant pas de bénéfices, elle a des marges nettes négatives et on a du coup des risques très asymétriques. On peut perdre évidemment la totalité de l'argent investi. L'entreprise pourrait très bien faire faillite, d'ailleurs comme toute entreprise en bourse, soyez toujours responsable dans vos investissements et prenez vos propres décisions. Mais exactement comme IMS, on peut aussi avoir un énorme potentiel à la hausse si l'entreprise se comporte aussi bien que ce qu'on l'aura estimé dans notre analyse. Et elle ressemble beaucoup à IMS quand on s'y était intéressé en 2023, à savoir des revenus récurrents, beaucoup d'investissements pour attirer de nouveaux clients, notamment en marketing, un flux de trésorerie disponible qui est positif, mais des marges nettes actuellement négatives. Donc pas de PER, ce fameux ratio que beaucoup de personnes aiment regarder. On va aller regarder quelques passages que j'ai pris dans une des présentations qu'on trouve sur le site destiné aux investisseurs. Donc comme on le voit, ils ont déjà un nombre de patients non négligeable, en plusieurs centaines de milliers, à savoir qu'ils ont pas mal de docteurs qui justement font toutes les consultations. Ils prévoient un chiffre d'affaires pour 2024 autour de 205 millions de dollars, à savoir que c'est à peu près la capitalisation boursière. Donc je vous le dis d'ores et déjà, ça fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de 1. Et ils ont un peu plus de 250 employés aux États-Unis. Comme je vous le disais, ils sont cash flow positif et EBITDA positif. Donc sur le papier, ils ne brûlent plus de cash. On ira quand même voir les compensations en actions destinées aux employés, puisque dans ce cas-là, on est un tout petit peu en cash flow négatif encore. On a des très belles marges brutes, évidemment. Et je vous dis aussi, ils ont un business qui est un peu surprenant. Ils possèdent en fait pas mal de parts dans une autre entreprise qui fait des choses totalement différentes. C'est une entreprise qui propose des outils pour les entreprises. Premièrement, ça pèse dans le chiffre d'affaires. Par contre, la croissance est bien moins bonne sur cette entreprise. Et quand vous allez écouter les conférences destinées aux investisseurs, ce que j'ai commencé à faire, eh bien, ils précisent qu'ils veulent vendre cette entreprise. Donc, on ne va pas se consacrer dessus aujourd'hui. Donc ils nous précisent qu'ils ont un marché adressable absolument énorme, et oui, puisque le marché de la santé aux États-Unis c'est quand même un gros marché, et en dessous vous avez des traitements auxquels ils s'intéressent. Ensuite, ils nous montrent ici comment ils fonctionnent. Donc tout d'abord, ils ont l'acquisition des nouveaux patients. Donc là, va avoir évidemment du marketing. Ensuite, on a le diagnostic, donc et la consultation, et aussi la possibilité d'aller par exemple dans un laboratoire partenaire s'il y a des diagnostics à faire plus précis, des prélèvements. Ensuite, la pharmacie qui va permettre de livrer directement chez vous, et ensuite on a tout le système justement de rétention du patient avec des revenus récurrents, un abonnement mensuel et ensuite de l'analyse évidemment de la data, et le cycle recommence et on essaie évidemment ensuite de toujours acquérir de nouveaux patients et de les conserver dans le business, tout faire pour qu'ils soient satisfaits afin qu'ils continuent à utiliser le service. Ici vous allez voir la croissance sur le médical et la croissance sur l'autre entreprise dont je vous parlais qui cherche peut-être à vendre, qui s'appelle WorkSimpli, et on voit que le médical pèse de plus en plus et a plus de croissance. Un autre point que je voulais vous montrer aussi, et ça c'est comme IMS. Si vous regardez,
leurs dépenses en marketing sont toujours extrêmement élevées. Vous voyez qu'en 12 mois glissants, en 2024, ils ont pas loin de 50% du chiffre d'affaires qui est dépensé en publicité. Cependant, ça baisse, tout simplement parce qu'une fois qu'on a un patient, eh bien, on le conserve s'il est satisfait. Et c'est ce qui est génial sur ces produits, c'est que dans le temps, si l'entreprise fait du bon travail, eh bien, les marges vont monter puisqu'on va dépenser de moins en moins en marketing et on va conserver les patients. Ça, c'est la beauté des business à revenus récurrents. Et au niveau de l'autre business qui cherche à vendre, on voit qu'on est autour de 73% de parts qu'il possède dans cette entreprise. Et c'est une entreprise qui pourrait se vendre certainement quelques dizaines de millions. Évidemment, tant que c'est pas signé, on ne sait pas, mais ils cherchent à le vendre actuellement. Et on voit que c'est quand même une entreprise qui prévoit de faire en 2024 54 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et enfin, vous allez voir la différence de croissance. Et premièrement, je suis content qu'ils cherchent à s'en débarrasser. Évidemment, c'est pas encore fait, il va falloir le vendre. Mais vous voyez qu'on a beaucoup moins de croissance sur ce business. On est à plus 54% de croissance sur donc le médical, la FMD. Et en termes de croissance sur WorkSimpli, eh bien, on n'en a pas eu. Je parle ici entre 2024 et 2023. Donc voilà un petit peu pour le business dans son ensemble. On va le comparer rapidement à IMSS par rapport aux chiffres. Ensuite, je vous listerai quelques points positifs et négatifs que je vois. Et enfin, on ira voir ensemble tous les chiffres de l'entreprise. En termes de capitalisation boursière, on voit que LifeMD pèse 222 millions de dollars contre 6,7 milliards pour IMSS. Donc IMSS est beaucoup plus gros. Et si vous prenez le prix par rapport au chiffre d'affaires, regardez, on est à 1,15, que je vous disais tout à l'heure. Le ratio entre la capitalisation boursière de LifeMD et son chiffre d'affaires est très proche de 1. Pour une entreprise qui a eu cependant sur les 5 dernières années en composé 100% de croissance par an et pour laquelle les analystes prévoient encore 92% de croissance sur les bénéfices l'année prochaine. Une entreprise qui a aussi des marges nettes à plus de 80%. Par contre, et c'est pour ça qu'on va avoir une valorisation aussi basse, marge opérationnelle et marge nette en négatif. Donc on n'a pas de PER. Cependant, si vous regardez, on a un prix par rapport au flux de trésorerie disponible parce que l'entreprise ne brûle plus de cash enfin. Et c'est souvent ce que je vous dis, c'est ce qui s'était passé sur IMSS à l'époque. Quand vous avez une entreprise qui n'est pas encore profitable, elle passe complètement sous les radars. Les gens y voient pas de PER, ils se disent spéculatif, ils y vont pas. Sauf que quand on va voir les fondamentaux de l'entreprise, certes il y a des risques, certes c'est une entreprise très jeune. Par contre, il y a peut-être du potentiel et il y a peut-être quelque chose à faire pour moi qui prend le temps d'aller rechercher les petites entreprises et qui a un portefeuille qui n'est pas énorme. Parce qu'évidemment, la capitalisation est tellement petite que les grands gérants de fonds, ils vont pas spécialement pouvoir s'y intéresser, c'est trop petit pour eux. Et donc si je vous compare ça à IMSS, maintenant que IMSS est devenu profitable avec aussi une très belle croissance, tout le monde a commencé à s'y intéresser puisque l'entreprise a fait parler d'elle, ce qui en même temps est normal, je tiens à le préciser, parce qu'elle est passée bénéficiaire, elle a beaucoup moins de risques intrinsèques, elle en avait beaucoup plus en 2023 évidemment, et donc forcément vous le voyez dans la valorisation, l'entreprise se paye avec un PER assez élevé et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui est quand même assez élevé. Cependant, elle peut toujours défendre une croissance énorme de 60% par an sur 5 ans en composé et certainement encore une bonne croissance cette année. Et si vous regardez les graphiques à droite, ils se ressemblent pas mal. Les deux entreprises avaient eu un gros pic en 2021. Ensuite, IMSS a eu une longue traversée du désert où on l'a beaucoup acheté avec un prix de revient unitaire dans mon portefeuille, je crois qui est autour des 8 $. Et aujourd'hui, l'entreprise assez fortement appréciée. Vous prenez l'AFMD et vous enlevez la fin de IMSS, ça se ressemble beaucoup. On a le pic et on a la longue traversée du désert. Par contre, on n'a pas encore eu de hausse qui reviendrait passer les anciens plus hauts de 2021. Est-ce que ça aura lieu un jour ? Ça, l'avenir nous le dira. Votre analyse vous dira aussi quels sont les risques à investir sur cette entreprise et aussi les récompenses possibles. Mais ici, je vous fais une comparaison entre les deux. Maintenant, on va parler un petit peu de risque et aussi de potentiel à la hausse, donc de récompenses, et la différence que je vois avec IMSS. Comme je vous le disais, petite capitalisation, 222 millions au moment où je fais cette vidéo. Risque asymétrique, puisque quand on a une petite entreprise, on a plus de risques intrinsèques, elle n'est pas profitable, par exemple notamment, et par contre, bien évidemment, si elle devient un jour profitable d'après notre analyse, si on voit que c'est possible dans le futur, et si en plus la direction fait du bon travail, là on a une grosse asymétrie, c'est-à-dire que le plus qu'on perd, c'est ce qu'on investit si on ne met pas de levier. Par contre, on peut faire des centaines de pourcents de gains à la hausse en quelques années, ce qui nous est arrivé sur IMSS. Au final, chacun fera son analyse et surtout sa répartition de portefeuille. Jamais je vais mettre beaucoup d'argent en pourcentage de portefeuille sur une entreprise qui a plus de risques évidemment qu'une très grosse capitalisation. Et encore, je tiens à le dire, je pense qu'il y a des entreprises avec des grosses capitalisations boursières qui sont bien plus risquées que l'AFMD, des entreprises par exemple en déclin.
Alors la grande question à se poser maintenant, c'est est-ce que l'entreprise, elle peut continuer sa croissance et à devenir profitable? Et c'est là que je mène mes recherches, j'écoute les appels, les interviews, je fais l'analyse qualitative et quantitative, ce qu'on est d'ailleurs un petit peu en train de faire ensemble dans cette vidéo, et au final déterminer un prix à payer aujourd'hui afin d'éliminer les émotions. L'entreprise nous plaît, à tel prix, on est rationnel, on l'achète de façon raisonnable pour lui donner une place dans le portefeuille si on veut ça d'après notre analyse. Une différence que je tiens à pointer par rapport à IMSS qui fait que j'aurais quand même tendance à préférer un tout petit peu IMSS par rapport à LifeMD, même si les deux entreprises jouent du potentiel, c'est que chez LifeMD on paie la consultation, alors que chez IMSS, en fait, on a moins de barrières à l'entrée pour le patient. C'est-à-dire qu'on rencontre un docteur, s'il nous prescrit quelque chose, on paye et IMSS rembourse la consultation du docteur à travers le prix des médicaments dans les mois futurs. Et donc, on a peut-être une plus grosse facilité à acquérir un client. C'est peut-être plus facile de convaincre une personne qui n'a pas à payer pour voir un médecin qu'une personne qui a à payer pour voir un médecin. Et on aura aussi, du coup, peut-être une meilleure rétention. Et là, je vous dis un exemple parmi des dizaines de questions que je vais me poser. Et c'est des questions types qui vont rentrer dans mon analyse. Une autre différence que je tiens à mentionner entre les deux, c'est que LifeMD traite plus de cas, plus de conditions médicales, alors que IMSS se concentre par traitement et rajoute des nouveaux traitements au fur et à mesure qu'ils grossissent. Donc c'est deux stratégies différentes que je tenais à mentionner. Et maintenant, je vous emmène voir les chiffres ensemble. Premièrement, notre fameuse croissance par rapport au chiffre d'affaires. Si je vous amène dans cette zone en bougeant mon curseur, vous voyez qu'à ce moment-là qu'on a vraiment une croissance phénoménale en composé. Même si depuis 2012 elle est très élevée, et si je vous amène seulement sur les 2-3 dernières années, on a la croissance qui a un petit peu ralenti, cependant elle est quand même toujours impressionnante. Qui plus est que là, n'oubliez pas que ces chiffres prennent aussi le business work simply qui est en train de stagner, et si on prend les chiffres que de LifeMD, la croissance est plus forte que ça. Et c'est là qu'on voit aussi l'intérêt d'aller faire une analyse vraiment plus poussée que simplement regarder 3 graphiques sur un site internet. C'est-à-dire que si on n'est pas au courant qu'il cherche à vendre l'autre business parce qu'il a beaucoup moins de croissance, eh bien on regarde ces chiffres et en fait ces chiffres sont peut-être sous-estimés si effectivement ils vendent le business. S'ils ne vendent pas de business, eh bien les chiffres correspondront effectivement à toute l'entreprise. Enfin bref, je me permets, c'est pour ça que j'adore les analyses individuelles et vraiment pousser loin les recherches parce qu'on peut trouver des choses que tout le monde ne verra pas. Au niveau des marges, les marges brutes sont très élevées, à plus de 80%. Par contre, si vous regardez, les marges opérationnelles et les marges nettes sont toujours sous la barre du zéro. Donc effectivement, l'entreprise n'est pas profitable. Si je vous emmène voir maintenant le chiffre d'affaires, mais aussi avec les flux de trésor, donc pour rappel, c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise, est-ce qu'elle brûle du cash tout simplement? On va constater que ça y est, on ne brûle plus de cash. Cependant, regardez bien, si je retranche à ça les compensations en actions destinées aux employés, eh bien on est toujours en flux de trésorerie disponible, moins les compensations en actions négatives. C'est quand même à noter. Au niveau des marges, je voulais vous les montrer, on est aujourd'hui avec une marge sur le flux de trésorerie disponible à un peu plus de 5% et sur les flux de trésorerie opérationnels à un peu plus de 11%. Donc ça reste encore des petites marges, tout simplement parce que l'entreprise, et ça je pense que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, elle n'est pas en train d'essayer de devenir profitable. Elle est au tout début de sa courbe d'adoption en S et évidemment que pour l'instant elle dépense beaucoup en marketing pour faire grossir le business, bien plus que de chercher à gagner de l'argent. Mais donc voilà, je tenais à le mentionner, on a enlevé la majorité des risques de brûler du cash et de faire faillite, même si évidemment on n'est jamais à l'abri que le flux de trésor passe en négatif et peut-être que l'entreprise pourrait disparaître. C'est pour ça que je dis toujours petite entreprise égale volatilité et risque. Mais ça c'est intrinsèque à la bourse et à l'investissement. On a vu aussi des très grandes entreprises disparaître, donc c'est pas spécialement lié à LifeMD. Et notre travail en tant qu'investisseur, c'est de gérer ces risques en trouvant des entreprises de qualité que l'on analyse et aussi évidemment en diversifiant, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. L'autre point que je tenais à mentionner, l'entreprise dilue l'actionnariat, on ne va pas se le cacher. C'est pas quelque chose qui m'embête. C'est une entreprise qui est jeune, en forte croissance, et s'ils doivent diluer l'actionnariat pour payer certains employés de qualité, pour les retenir dans le business, pour avoir de la croissance, pour lever du cash, ça ne m'embête pas. C'est quelque chose de très courant chez les petites entreprises, et je sais que ça bloquera clairement certains investisseurs. Mais lever du cash pour avoir de la croissance, augmenter ses marges et un business qui grossit, ça me gêne pas. Lever du cash pour payer un dividende, ça m'embêterait un petit peu plus. Mais je me répète encore, aussi bien prendre de la dette que émettre des actions, si c'est bien fait pour les bonnes raisons, pour le futur de l'entreprise, c'est pas quelque chose qui me choque, du moment que c'est fait avec intelligence et parcimonie. Je tenais aussi à vous montrer ce qu'ils ont en réserve de cash par rapport à la dette long terme. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Le cash, il est monté. Donc là, on retrouve le fait qu'ils ont levé de l'argent.
Et vu que la dette a eu tendance à légèrement baisser là sur les derniers trimestres, c'est aussi en partie du coup en émettant de nouveaux titres. Ce que je tiens à vous dire ici, c'est que si on prend les flux de trésorerie disponibles qui sont maintenant en positif, on est pratiquement au niveau de la dette long terme en 12 mois glissants. Et donc l'entreprise est en train de passer d'une situation il y a encore un an et demi où il y avait des vrais risques de faillite. Regardez en 2021-2022, ils brûlaient beaucoup de cash et ils n'avaient pas assez de cash en stock. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont levé de la dette. Regardez, je me mets en fin 2021, le 31 décembre 2021 du coup, on a 41 millions de dollars de cash pour moins 36 milliards de flux de trésorerie disponibles. Donc on est en train de brûler du cash. Et si on va 2-3 trimestres plus loin, vous regardez, on n'a même plus assez de cash. Donc là, le business va très mal et est dans une situation compliquée. Et je pense que si on va voir le graphique à ce moment-là, l'entreprise devait valoir beaucoup moins en bourse. Et depuis, vous voyez qu'ils ont quand même beaucoup dérisqué avec le flux de trésorerie disponible qui monte et le cash qui monte. Et si l'entreprise dans quelques mois revenait dans cette situation, eh bien ce serait inquiétant. Typiquement, on voit ici les risques intrinsèques aux petites entreprises, puisque eh bien, elles peuvent rapidement avoir une difficulté, brûler du cash et se retrouver en situation qui peut vraiment être catastrophique. Et d'ailleurs, si je vous amène voir le titre en 2021, je pense qu'on va le voir ici en 2021, et vous voyez que l'entreprise est en train de s'écrouler en bourse jusqu'à 2022, où elle viendra toucher 1,16 $. Et si je vous remonte le graphique, on se met mi-2022, c'est au moment où justement c'est une catastrophe entre guillemets, il n'y a plus de cash, on brûle du cash et on va devoir lever de la dette et mettre des titres. Donc l'entreprise, elle s'est payée 5 fois moins cher à l'époque, mais parce que les personnes ont pris beaucoup plus de risques. Et aujourd'hui, on prend un peu moins de risques, donc l'entreprise se paye un petit peu plus cher. Et si un jour l'entreprise est vraiment dérisquée, comme pour moi par exemple, IMS est dérisqué aujourd'hui, eh bien peut-être qu'elle va beaucoup s'apprécier. Donc il ne faut pas non plus s'étonner quand je vais vous emmener voir les valorisations maintenant, qu'on ait une valorisation d'un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1. Tout simplement parce qu'il y a des risques intrinsèques à l'entreprise qu'on n'aura pas sur une entreprise qui aura un prix par rapport au chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Et si je vous amène sur le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, pareil, on est sous les 20 et un prix par rapport au chiffre d'affaires, comme je vous le disais, au niveau de 1, alors qu'on est sur une entreprise qui vient de faire 100% de croissance par an sur le chiffre d'affaires en 5 ans. Oui, mais elle n'est pas profitable et il y a des risques. Les risques qui pour moi peuvent être maîtrisés déjà par son analyse, sa compréhension du business, surtout le qualitatif. Est-ce qu'on comprend le secteur d'activité? Est-ce qu'on pense qu'ils peuvent maintenir la croissance? Est-ce que leur produit est bon et va avoir une vraie adoption avec une courbe en S? C'est des questions qu'on va se poser. Et aussi gérer le risque en termes de position dans le portefeuille. Jamais j'irai mettre 100% de mon portefeuille dans une telle entreprise, ni dans aucune entreprise d'ailleurs. Par contre, aller allouer 0,5%, 1% du portefeuille sur ce type d'entreprise, eh bien pourquoi pas, parce que sur le papier, je vois beaucoup de choses qui me plaisent, mais au final, la décision est propre à chacun. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, on en parle en commentaire ou sur Instagram. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite pour un prochain épisode.